Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Lecointre sur le développement, c'est de l'évolution, catégorisation phylogénétique du temps ontogénétique pour nommer les stades de développement et détecter les hétérochronies. Guillaume, c'est à toi. Merci Agnès pour ton invitation. Je vais vous exposer la signification d'un article que nous venons de faire paraître dans Scientific Reports avec Nalani Schnell qui est maître de conférence au muséum et localisé au marinarium, à la station marine de Concarneau, et Fabrice Tellecea qui est chercheur de l'Université de Lorraine. D'abord, je vais vous exposer de quoi il retourne, pourquoi avons-nous souhaité hiérarchiser le temps ontogénétique. Et surtout, dans un deuxième temps, je vais m'exprimer sur la signification de cet article. Plus globalement, qu'est-ce que ça signifie pour la biologie? Alors, le problème est parti du constat suivant, c'est que quand on couvre la littérature sur la façon dont nous nommons les stades de développement, que nous regardions des insectes, que nous analysions des poissons téléostéens ou même des amphibiens, il n'y a pas de terminologie unifiée pour qualifier les segments de développement. Par exemple, c'est tout bête, hein, quand on examine ce qui sort de l'œuf chez les téléostéens, selon la famille de téléostéens à laquelle on s'adresse, eh bien, l'état de déploiement anatomique de ce qui sort de l'œuf n'est pas le même d'une famille à l'autre. On appelle larve ce qui sort de l'œuf, mais ce qu'on appelle larve, en réalité, ce sont des existants anatomiques très différents d'une famille à l'autre. Sachant que chez les téléostéens, on avoisine les 31 000 espèces. Clairement, en aquaculture, par exemple, si vous voulez être précis sur une disposition technique à appliquer, une disposition d'élevage à appliquer d'une espèce à une autre. Je vais le transférer ici, excuse-moi si je fais de bruit, juste pour ça. Il y a quelqu'un qui parle là dans le... Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît, temporairement. Oui, je disais donc en aquaculture, si on souhaite transférer des procédés d'élevage d'une espèce à l'autre, eh bien, pour ne pas se tromper, il serait quand même souhaitable d'avoir un vocabulaire commun aux différents stades à travers les espèces. De même, la définition de ce qu'on appelle une métamorphose n'est pas stabilisée en biologie, je ne m'étends pas là-dessus. Ce qu'on appelle un juvénile n'est pas stabilisé. Alors, face à ce problème, comment disposer d'une terminologie qui soit un tant soit peu, je n'irai pas jusqu'à dire universelle, mais qui soit au moins comparable d'une famille à l'autre, voire un peu plus largement, pour la cohérence de l'anatomie comparée, mais aussi l'efficacité de l'aquaculture. Cet article, qui remonte déjà aux années 80, de Peñas, montre déjà que selon les familles de salmonidés, Cymmalidés, Corégonidés ou Osméridés, qui sont des salmoniformes, eh bien ici, ce qu'on appelle en noir la période larvaire, hein, la terminologie appliquée à chacune de ces familles pour désigner la période larvaire, n'est pas du tout, comme vous pouvez le constater ici, appliquée aux mêmes états de déploiement anatomique. Ce que j'appelle le déploiement anatomique, c'est le nombre d'organes, enfin la collection d'organes que l'organisme, à un moment donné, présente, les organes dont il dispose à un moment donné de son développement. Eh bien, ce qu'on appelle tout simplement une larve n'est pas du tout la même chose d'une famille à l'autre, d'un même ordre de téléostéens. Ceci illustre ce que je disais précédemment, c'est qu'on n'a pas de terminologie, comment dire, unifiée. Alors, un des problèmes de la biologie en général, et j'ai envie de dire de l'histoire naturelle, c'est de nommer évidemment des taxons. Hein, c'est de nommer de manière emboîtée des taxons et surtout de manière cohérente, mais aussi nous devons, en histoire naturelle, souvent nommer des segments d'un processus de changement continu. Nommer des espèces, quelque part, c'est poser des conventions langagières sur un flux de manifestations réelles en changement permanent. Nommer des stades larvaires, c'est quelque part, de la même façon,
avoir à nommer, à poser une convention de langage sur un processus de changement continu. Et ce processus de changement, il est dans ce cas-là évidemment anatomique, il est développemental, mais on doit poser des mots sur un processus de changement. On pourrait s'étendre jusqu'à la stratigraphie, je n'irai pas tellement plus loin, mais quelque part, la stratigraphie consiste aussi à segmenter les traces laissées au cours d'une temporalité qui elle-même manifeste une continuité. Et donc, ce à quoi nous avons réfléchi dans cette optique-là, c'est de proposer une méthode comparative dans laquelle, appliquée à plusieurs espèces, car vous avez remarqué précédemment, j'y reviens, que jusqu'à présent, la plupart des personnes qui se sont occupées de nommer des stades de développement l'ont fait, comment dire, espèce par espèce, j'ai envie de dire. Et souvent, d'ailleurs, il s'agit d'espèces modèles, espèce modèle par espèce modèle. Évidemment, les résultats qui consistent à avoir nommé des stades de développement pouvaient être comparés d'une espèce à l'autre, mais comparés a posteriori. Alors que la démarche que nous avons suivie, c'est au moment où nous souhaitons disposer d'une terminologie partagée par plusieurs espèces, eh bien, c'est amener la démarche comparative a priori dans le processus d'investigation. Pour cela, ici, SP1, SP2 signalent pour deux espèces, et autant d'espèces qu'on veut d'ailleurs, le déploiement du développement d'un temps zéro jusqu'à un temps conventionnellement posé, qu'on va appeler le temps du juvénile ou le temps de l'adulte. Chez un téléostéen, le temps zéro, ça peut être la fécondation de l'œuf, et puis on peut étendre ce temps de développement jusqu'à conventionnellement l'apparition des premiers rayons dans les nageoires. Eh bien, on peut proposer de segmenter ce temps de développement par des bornes, alors landmarks en anglais, borne numéro 1, borne numéro 2, borne numéro 3, borne numéro 4, et entre ces bornes, déployer des segments de temps au sein desquels on va regarder si l'espèce numéro 1, l'espèce numéro 2, l'espèce numéro 3 disposent de tel organe ou n'en disposent pas. Est-ce que l'organe est déjà là ou est-ce qu'il n'est pas là? Et ceci, d'ailleurs, ça se prête très bien à une matrice de caractères. Les organes ou les structures que l'on va regarder sont considérés comme des caractères qu'on pourrait appeler C1, C2, C3, C4, etc. Et puis ici, dans la matrice, l'espèce 1 au temps 1 manifeste aucun organe, là, de ceux qui sont présentés. Espèce 2 au temps 1, espèce 1 au temps 2, espèce 2 au temps 2, espèce 1 au temps 3, espèce 2 au temps 3, etc. Vous l'avez compris, dans cette matrice, on a tout bêtement des taxons qui sont l'espèce, mais à un temps considéré de son développement. Et on enregistre la présence d'une structure ou d'un organe. C'est simplissime, hein, pour tout systématicien, cette démarche est d'une simplicité redoutable. C'est qu'on inscrit comme des états de caractère, finalement, la présence ou l'absence de l'organe à différents segments de temps, et ceci pour chaque espèce. Il peut en découler par une analyse de mise en cohérence des hiérarchies, c'est-à-dire en gros, on a un outil qui maximise la cohérence, qui maximise la contiguïté des états de caractères identiques. Ça s'appelle la procédure de parcimonie standard, où on obtient un graphe connexe non cyclique orienté, graphe parce que c'est un dessin, connexe parce que les lignes se connectent entre elles, non cyclique parce que il n'y a qu'un seul chemin pour passer d'une extrémité à l'autre, et orienté parce qu'il y a bien un début, qui est conventionnellement le temps zéro, et il y a bien une fin qui est l'extrémité de chacune des branches. Eh bien, l'espèce 1 au temps 1 est ici, l'espèce 1 au temps 2 est ici, le caractère 1, enfin l'organe qui manifeste l'organe qui se manifeste par le codage du caractère 1 apparaît ici, et donc là on passe au temps 2 chez l'espèce 1 et l'espèce 2, etc. Donc on peut hiérarchiser du temps de développement par une hiérarchie par emboîtement, en quelque sorte, ce que permet de faire un graphe connexe non cyclique orienté.
Là, on a un cas de figure où les développements semblent être homochrones. Le mot homochrone, c'est s'opposant à hétérochrone. Et si on a une hétérochronie qui apparaît, eh bien, on devrait être capable de le détecter. Par exemple, ici, au temps numéro 3, au temps 3, eh bien, l'espèce 1 est en retard par rapport à l'espèce 2 parce qu'elle ne dispose pas du caractère 3 au temps 3. Et donc, normalement, cette méthode toute simple permet de détecter ce qu'on pourrait appeler des hétérochronies. Alors, pour utiliser une terminologie plus exacte définie par Alain Dubois en 1979, on devrait d'abord parler d'aneuchronie, en fait. Donc, des aneuchronies, ou dans le langage anglo-saxon, hétérochronie, devraient être détectables par cette méthode. Alors, nous avons publié un cas de figure, ce qu'on appelle une épreuve de concept. Une épreuve de concept avec 4 espèces et une liste de 53 caractères. Pourquoi 4 espèces? Parce qu'il faut une épreuve de concept, il faut le faire avec un échantillon simple, pas trop compliqué, et puis des espèces pour lesquelles, par chance, le développement a été bien décrit dans sa temporalité, par des auteurs d'ailleurs qui sont souvent d'Europe centrale et des études qui ont été parfois publiées il y a longtemps. Là, par exemple, on a repris des données de Peñas en 1981 et 1983. Les caractères sont codés tout bêtement, absence de l'organe 0, présence de l'organe en code 1, et puis on enregistre toute une série de dispositions ou d'organes ou de structures, je ne détaille pas, dans la matrice. Là, on est toujours sur un cas théorique. Si le développement est homochrone, ou euchrone si vous préférez, eh bien, toutes les espèces à 25% sont réunies ici. Ensuite, les espèces à 50% de leur développement sont réunies ici. Sur la tranche de temps, 75% du développement, elles sont réunies ici, et réunies là à 100%. Ça, c'est le cas de figure théorique idéal. Je rappelle d'ailleurs au passage, mais ça c'est un détail technique, que l'inscription de l'apparition d'un organe dans le temps du développement est modulée et corrigée par rapport à la température. Je le précise parce que vous le savez certainement, mais chez les téléostéens, la vitesse du développement est conditionnée à la température à laquelle l'organisme est soumis. Donc ça, c'est corrigé déjà. Hein. Alors les résultats que l'on obtient, eh bien, pour ces 4 espèces, c'est un développement presque complètement homochrone ou euchrone, dans lequel, malgré tout, il y a un petit décalage. C'est-à-dire qu'on voit que le huchon est en arrière de Timalus, lequel est en arrière de Tinca, et ceci à plusieurs étapes du temps de développement, à plusieurs segments du temps de développement. On détecte néanmoins ici une petite aneuchronie, ou si vous préférez hétérochronie. La tanche ici, à 75% de son développement, est en retard par rapport aux autres espèces, car elle n'a pas encore les caractères 46, c'est-à-dire le développement des lépidotriches dans la nageoire dorsale, les lépidotriches dans la nageoire anale et les lépidotriches dans les nageoires pelviennes. Les lépidotriches, ce sont en gros, pour ceux qui ne connaissent pas l'anatomie des téléostéens, il s'agit des petites baguettes que l'on appelle les rayons osseux de la nageoire, des nageoires. Eh bien, la tanche, en quelque sorte, est un peu en retard en fin de course dans le développement de ces nageoires par rapport aux autres espèces. Ça, c'est pour un segment. Alors, c'est pour un segment, une segmentation du temps ontogénétique qui arbitrairement a été fixée à 25%, 50%, 75%. Mais on peut parfaitement décider de segmenter selon un tempo un peu différent. Par exemple, on peut décider de regarder ce qui se passe si on segmente à 5%, 10%, 50%. Et là, on peut, par une approche plus fine du démarrage du développement, détecter d'autres hétérochronies. Par exemple ici, le huchon est en retard à 10% de son développement, car il n'a pas encore les caractères 13, 14, 15 et 16.
Je ne détaille pas quels sont ces caractères, peu importe, mais c'est pour montrer que la démarche aboutit à véritablement estimer les vitesses relatives pour un groupe d'espèces autant que vous voulez d'ailleurs, autant que vos capacités analytiques le permettent. On peut estimer le temps relatif du développement de ces espèces. La tanche accélère au début à 5%, elle accélère au début de son développement, car à 5% ici en marron, elle a déjà les caractères 17, 18, 20 et 21. Et si je résume déjà, la tanche démarre vite, elle démarre vite par rapport aux autres espèces en développement, et en fin de course, elle ralentit un peu. C'est ce qu'on vient de voir en fait, par rapport à l'arbre précédent. Si je continue et que je décide de segmenter mon temps de développement à 5%, 10% et 20%, eh bien, vous l'aurez compris, on détecte d'autres hétérochronies. Le Huchot est toujours en retard en début de développement. À 10% de son développement, il n'a pas le caractère 16, ici. La tanche accélère au début, ça se confirme. À 5%, elle a déjà les caractères 17, 18, 20 et 21. Elle est très branchée en avance ici dans la hiérarchisation du temps ontogénétique. Et le Huchot est toujours en retard à 20%. Au moment du 20% du développement, il est toujours en retard car il n'a pas encore les caractères 19, 25, 31 et 32. Ici, il est en retard à 20%. Il est en arrière des autres 20%, si vous préférez. Donc, en gros, pour résumer, si on élabore une matrice avec toutes les tranches qu'on a déjà regardées, les tranches à 5%, 10%, 20%, 25%, 50% et 75%, on retrouve, et heureusement d'ailleurs, la matrice est cohérente, on retrouve l'ensemble des hétérochronies dont je viens de parler ici. Donc finalement, on a les moyens d'abord de comparer les vitesses de développement, mais ce n'est pas tout. Dans le titre de l'article, il est question aussi de nommer les stades. Et on a la chance, grâce à un graphe connexe non cyclique orienté, on a la chance de pouvoir prendre des décisions taxonomiques sur ce que c'est qu'un stade donné de développement. Et on peut parfaitement, comme on le fait en taxonomie pour les groupes, eh bien, on peut parfaitement nommer les stades de développement de manière emboîtée. C'est-à-dire qu'on peut décider arbitrairement qu'à partir du caractère C1, pour toute la collection d'espèces qui est là, il n'y en aurait pas que deux, hein, il peut y en avoir autant qu'on veut, je l'ai déjà dit, eh bien, on peut décider qu'à partir du caractère C1, conventionnellement, on va appeler larve, parce qu'il y a des organes ici qui vont définir la larve. Et puis, conventionnellement, on peut décider qu'à partir du caractère C2 et C3, eh bien, ce qu'on aura en aval de ces caractères sera appelé juvénile. Alors, on peut évidemment multiplier la segmentation de la terminologie. Hein. On peut parler de post-larve, de pré-juvénile, enfin. Encore une fois, ici, il s'agit d'une épreuve de concept. C'est disponible, et si on prend plus d'espèces, libre à nous de proposer, au moins pour les téléostéens, mais je sais que pour les amphibiens, il pourrait en être de même, eh bien, libre à nous de proposer une terminologie de la segmentation temporelle du temps ontogénétique cohérente d'une espèce à l'autre, ce qui, encore une fois, je vous le répète, pour aujourd'hui, n'est pas encore disponible. Alors maintenant que vous avez compris la simplicité, et j'ai envie même de dire, excusez-moi, mais même l'élégance, parce que finalement en science, ce qui est simple est élégant quelque part, il faut que j'aille un peu plus loin sur la signification d'une segmentation phylogénétique du temps ontogénétique. Parce que pour l'instant, je vous ai parlé de graphes connexes non cycliques orientés. Je suis prudent, je parle de l'outil mathématique qui sert à hiérarchiser les manifestations du temps. Mais y a-t-il de la phylogénie là-dedans? Et j'ai tendance à penser que oui. Et c'est ce que je vais essayer de développer à partir de maintenant. C'est qu'on peut très bien voir le développement embryonnaire comme de l'évolution. Et l'histoire de la biologie au XXe siècle, et surtout l'histoire de la biologie depuis le siècle présent, le début du siècle présent, nous l'indique. D'abord, il faut retourner aux sources. Si on parle d'évolution, il faut parler des deux piliers qui fondent ce qu'on appelle la théorie moderne de l'évolution et
quand je dis moderne, on peut même s'en référer au 19e siècle, à Darwin. Le rôle des biologistes, c'est d'expliquer l'ordre qui existe. C'est-à-dire que en biologie, pourquoi je parle de Darwin? Parce que c'est lui qui, le premier, l'a compris. Darwin, le premier, a compris que ce qui est premier en biologie, ce ne sont pas les individus. Pardon, excusez-moi. Ce qui est premier en biologie, ce ne sont pas les espèces, ce ne sont pas les taxons de haut rang. Ce qui est premier en biologie, ce qui est donné à voir aux biologistes, c'est l'individu. Et Darwin, concevant qu'il n'existe que des individus, constate que ces individus varient et ont même une capacité à varier qui s'approche de l'infini. Et donc, comment rendre compte d'un ordre apparent? D'où vient la ressemblance si les organismes sont capables de varier autant qu'ils le manifestent? Par exemple, lorsque les horticulteurs et les éleveurs s'emparent de cette variation pour emmener les espèces vers des horizons phénotypiques qui ne seraient jamais arrivés dans la nature. Le rôle de la biologie, c'est d'expliquer l'ordre apparent, d'expliquer la ressemblance. Et Darwin explique la ressemblance dans l'espèce grâce au principe de sélection naturelle. Pourquoi les individus qui potentiellement sont capables de varier autant que ce qu'on peut voir, comment se fait-il que d'une génération à l'autre, ils continuent à se ressembler? Eh bien, l'origine on the origin of species, l'origine de l'espèce chez Darwin, c'est l'origine d'abord de la ressemblance. Ressemblance à partir de laquelle nous allons faire des espèces pour les besoins de notre langage. Et la ressemblance dans l'espèce, elle est expliquée par la sélection naturelle, qui est un principe d'élagage des individus, génération après génération. Vous connaissez ça, hein, bien sûr. Il naît dans toutes les populations naturelles beaucoup plus de petits que le milieu ne peut en soutenir. Et seules les variations momentanément avantagées dans leur propre pérennisation généalogique seront amenées à s'étendre dans la suite du lignage, et les autres seront morts. La vie est dispendieuse, hein, la ressemblance ou la régularité se paye en biologie au prix d'un cimetière invisible. Mais ce n'est pas seulement ça, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier de la théorie de l'évolution, c'est très classique ce que je dis là, hein, c'est la filiation. Le rôle du biologiste, c'est d'expliquer la régularité ou la ressemblance, un ordre apparent si vous préférez, dans l'espèce d'abord, mais aussi entre espèces. Et l'ordre entre espèces, c'est-à-dire la répartition apparemment ordonnée des attributs, en gros des pièces mosaïques qui font la ressemblance entre espèces, eh bien c'est une filiation, en d'autres termes c'est une grande généalogie théorique qui explique la ressemblance entre espèces. Donc les deux piliers de la théorie de l'évolution, c'est assez classique, hein, c'est la sélection naturelle d'un côté et c'est la filiation de l'autre, ce qu'on appelle descent with modification. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que dans la deuxième moitié du XXe siècle, ces deux notions ne sont pas rentrées dans le soma. Ces deux notions étaient uniquement appliquées à des ensembles d'individus. Et on n'a pas vraiment pris au sérieux faire rentrer ces deux piliers de la conception évolutionniste du vivant dans le corps. Et pourtant, il y avait des éléments pour le faire. Bon, il y a des raisons à ça. C'est qu'au milieu du XXe siècle, quand on a découvert en quelque sorte le support matériel de l'hérédité, cette découverte a été faite par des généticiens, des biophysiciens et des généticiens qui venaient d'une épistémologie de la physique. Ordre en physique, l'ordre est causal, alors qu'en biologie, il ne l'est pas. Seulement, on a transposé en biologie un ordre causal qui était celui qui est généralement considéré dans l'épistémologie de la physique, qui était d'ailleurs, en histoire des sciences, il faut s'y pencher, hein, qui était la culture scientifique de la génétique mendélienne et de la génétique moléculaire. La génétique mendélienne et la génétique moléculaire au XXe siècle ne sont pas investis d'une épistémologie de la biologie, ils sont d'abord investis d'une épistémologie de la physique. Ce qui fait que la métaphore de l'instruction, la métaphore du contrôle génétique, la métaphore du programme sont des métaphores qui s'imposent à la biologie alors qu'elles prennent l'ordre comme un facteur causal. En gros, la physique prend la biologie à rebrousse-poil. Normalement, je vous l'ai dit, le rôle du biologiste, c'est pas de prendre l'ordre pour causal, mais bien au contraire d'expliquer l'ordre. Et donc, le programme génétique, pendant 30 ou 40 ans,
a fait office d'instructeur d'ordre dans le corps biologique. La sélection naturelle n'était pas conçue comme pouvoir fournir des régularités dans le corps, car ce qui fournissait des régularités, c'était le programme. Si je résume par un tableau que j'ai déjà montré d'ailleurs en séminaire d'unité, au siècle de Linné, ce qui explique ici à droite, c'est Dieu, puisque Linné fait de la science dans le giron de la théologie. Dieu explique la régularité des espèces, en gros. Darwin a ceci de remarquable, qu'il a compris que la sélection naturelle est pourvoyeur de régularité. Regardez le sous-titre de The Origin of Species, on parle de préservation des variants favorisés au cours de la lutte pour l'existence, on ne parle pas d'évolution dans le sous-titre de l'origine des espèces. C'est bien que la sélection naturelle explique la régularité à partir d'une variation qui, elle, part dans tous les sens. La sélection naturelle explique la régularité à partir de laquelle on va faire des espèces avec des individus qui manifestent cette variation. Ce qui est donné à voir chez Darwin, ce sont des individus, alors que ce qui était donné à voir chez Linné, c'était l'espèce. L'espèce n'est pas un existant pour Darwin, l'espèce est une convention de langage. Or, Ernst Mayr va travailler à l'inverse de Darwin au XXe siècle, car pour la théorie synthétique de l'évolution, dont Ernst Mayr est l'un des principaux acteurs, mais dont Simpson, avec lequel d'ailleurs il va se brouiller, est aussi un acteur important, Mayr va être celui qui va, j'ai envie de dire, remporter le bras de fer. Pour Simpson, le paléontologue, l'espèce étant inscrite dans une profondeur de temps, elle ne pouvait être que conventionnelle dans la façon dont nous la concevions. Alors que pour Mayr privilégiait une version synchrone du vivant. Évidemment, Mayr n'ignore pas qu'il y a un déploiement généalogique qui s'enracine dans la profondeur du temps. Mais Mayr a une conception, j'ai envie de dire, populationnelle de l'espèce. Il a une vision populationnelle et génétique, évidemment, puisque la génétique des populations est très active dès les années 20. Mayr voit plutôt la nature ici et maintenant, alors que Simpson, en tant que paléontologue, voit plutôt la nature dans la profondeur du temps. Pour Simpson, l'espèce est plutôt conventionnelle. Pour Mayr, l'espèce est plutôt un étang, c'est-à-dire que Mayr pratique ce qu'on appelle le réalisme de l'espèce. Et du coup, la sélection naturelle, si l'espèce existe, la sélection naturelle, son rôle, ça va être d'expliquer le changement de l'espèce. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend à l'école. On apprend que la sélection naturelle explique comment les espèces changent. Or, en première instance, Darwin expliquait, avec la sélection naturelle, pourquoi ça ne change pas alors que ça change tout le temps. C'est-à-dire pourquoi on a des régularités alors que la variation est manifeste. Il y a une forme d'inversion de l'épistémologie de la sélection naturelle chez Ernst Mayr qu'il convient aujourd'hui de rectifier. La sélection naturelle explique les régularités. Elle est d'abord, sur le court terme, explicative des régularités du vivant, à partir d'individus qui varient dans tous les sens. Dans un second temps, bien sûr, si le filtre sélectif vient à changer, ben évidemment, la moyenne des individus va se déplacer et la sélection naturelle explique également le changement de l'espèce. Mais ceci, dans un second temps. Dans notre enseignement de l'évolution, on paye très lourd aujourd'hui le fait d'avoir oublié que pour Charles Darwin, la sélection naturelle est d'abord pourvoyeuse de régularité avant que d'être pourvoyeuse de changement. Et nous l'avons payé en médecine également, car la sélection naturelle n'étant pas conçue au XXe siècle comme pourvoyeuse de régularité, elle n'est pas entrée dans le corps, et là je reviens sur le soma, elle n'est pas rentrée dans le corps pour expliquer les régularités du corps. Et donc, vous avez appris à l'école que la sélection naturelle explique l'évolution des espèces, mais il n'était plus question de faire rentrer la sélection naturelle dans les régularités d'un corps. Et pourtant, un corps est composé de cellules qui varient. D'ailleurs, les variations somatiques, on a mis du temps à bien vouloir les constater. Hein, ça ne date que de la fin du XXe siècle, finalement. Les cellules somatiques varient. Elles transmettent par mitose ce par quoi elles ont varié. C'est la transmission par la mitose des mutations somatiques ou des changements somatiques. Et ceci dans un contexte contraint, puisque les cellules sont contraintes par les nutriments qu'elles reçoivent des signaux entre elles sont contraintes par des lois physiques, et donc il y a un ensemble de contraintes qui réalisent finalement le triptyque
variation, transmission et contrainte, qui est le triptyque qui fonde la sélection naturelle. Et donc, la sélection naturelle dans le corps, elle est bien rentrée au XXe siècle par petits bouts, mais elle est rentrée par la petite porte. Dans les années 80, les immunologistes ont fait intervenir des processus sélectifs pour expliquer pourquoi les anticorps pouvaient, en quelque sorte, manifester des conformations moléculaires spécifiquement orientées contre des antigènes sans que le corps n'ait jamais su qu'un jour il rencontrerait ces antigènes-là. C'est une loterie de recombinaison génétique qui fait qu'on arrive à sélectionner des anticorps spécifiquement dirigés contre les antigènes. Dans les années 80, on a commencé, 70-80, on a commencé à faire rentrer des processus sélectifs, j'ai envie de dire par la petite porte. Dans les années 80, ça a été les neurosciences. La neurogénèse fait intervenir aujourd'hui massivement la sélection. Et je ne vous parle pas du cancer, on y reviendra tout à l'heure. Cette intuition d'une sélection naturelle intrasomatique, elle était déjà présente chez Wilhelm Roux, un embryologiste allemand, en 1881, dans son livre « La lutte des parties dans l'organisme ». La dernière année de sa vie, Darwin a lu ce livre et a témoigné du fait que c'était un des meilleurs livres qu'il ait jamais lu. Roux avait posé les bases, mais on ne l'a pas entendu. La sélection naturelle dans le soma, donc je disais immunologie dans les années 80, les neurosciences, la cancéro. Pourquoi on est en train d'y venir? Parce qu'aujourd'hui, on pense que tout ce qui manifeste variation possiblement transmissible, quelles que soient les modalités de cette transmission, ne soyons pas arc-boutés sur la reproduction sexuée. La transmission, ça peut passer par énormément de processus biologiques. Ce par quoi on varie se transmet sous contrainte. Troisième module, si on a ces trois modules-là, eh bien on a de quoi fabriquer de la sélection naturelle. Ceci maintenant, c'est plus du tout un scoop, c'est parfaitement intégré dans la compréhension du cancer. C'est pour vous dire que finalement, la sélection naturelle, au moment où je vous parle, ça fait bien 15 ans qu'elle est rentrée complètement à l'intérieur du soma. Là, c'est un Nature de 2016. Les tumeurs sont sujettes aux mêmes lois de sélection naturelle que n'importe quel autre être vivant. Les cliniciens sont en train de prendre ce fait en compte. Vous voyez donc, là, les thérapies du cancer aujourd'hui s'inspirent du processus, tiennent compte du processus de sélection naturelle à l'intérieur d'une seule et même tumeur cancéreuse. Également pour le vieillissement, je n'ai pas le temps de vous commenter cette figure, mais ça c'est un très beau papier qui est sorti dans PNAS en 2017 où on modélise d'un seul geste à la fois ce qu'on appelle le vieillissement et le cancer, chez les métazoaires en général. Deuxième pilier de la théorie de l'évolution, là je viens de vous expliquer que la sélection naturelle, au moment où je vous en parle, est rentrée dans le corps. Deuxième pilier de la théorie de l'évolution, la filiation. Eh bien, la filiation intrasomatique, elle est rentrée dans le corps dès 1970 avec Walter Fitch. Lorsque Fitch développe la notion de paralogue, de gène paralogue, Fitch conçoit que les génomes ont évolué en diversifiant les copies des gènes par duplication. Il y a donc des nœuds des arbres phylogénétiques qui correspondent bien à des séparations de gènes par spéciation, mais il y a aussi des nœuds qui correspondent à des séparations de gènes par duplication. Et lorsqu'il fait cela, eh bien, Fitch autorise la possibilité, dans un seul et même génome, de faire une phylogénie des copies de gènes. Alors, dès les années 70, on publie des phylogénies de la famille multigénique des globines, qui était très accessible, très bien documenté dès cette époque-là. Exemple canonique de l'enseignement de la systématique moléculaire. Quand on veut expliquer que la globine alpha et la globine bêta sont des paralogues, et il y a d'autres paralogues d'ailleurs, il y a les epsilon, les delta, eh bien on fait une phylogénie de paralogues. Là, par la petite porte encore, non pas par un geste théorique global, mais par la petite porte, la filiation rentre dans le corps, c'est-à-dire dans un seul génome. Aujourd'hui, c'est la reconstruction des trajectoires développementales à partir de cellules uniques chez le poisson zèbre qui est publiée en 2018 dans Science, où vous voyez qu'on a le déploiement du développement embryonnaire qui est conçu comme une filiation généalogique de cellules, appréhendées par leur transcriptome
leur transcriptome une par une. C'est les approches single cell transcriptomics, c'est-à-dire on regarde la batterie de gènes exprimés par des cellules prises une à une et on en reconstruit la filiation. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ce qu'on avait appris jadis, l'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme, eh bien, ne sont pas tous monophylétiques, ce qui n'est pas tellement surprenant finalement. L'ectoderme est aussi divergent entre ectoderme neural et épiderme que peuvent l'être d'autres tissus dans le déploiement généalogique, ce qu'on constate aussi, article dans le même numéro de Science en 2018 pour le Xenop. La même chose a été faite pour le Xenop. Donc les outils généalogiques sont déployés à l'intérieur du corps, ici des phylogénies de mutants de cellules cancéreuses, et puis un article botanique que j'ai adoré dans Nature Plants en 2017, où on prend un chêne et on regarde les mutations somatiques d'un chêne et on enregistre à différents points de développement du chêne ces mutations somatiques et elles se transmettent par voie de descendance et on constate dans ce chêne, ce qui est très amusant d'ailleurs, qu'on a le schéma de Darwin, c'est-à-dire qu'on a des cellules de chêne qui se déploient dans l'espace et dans le temps et ces mutations sont générées à la descendance dans la continuité de la croissance de l'arbre, ce qui fait qu'on a des groupes monophylétiques. Par les branches de l'arbre elles-mêmes, les branches réelles, j'entends, manifestent des groupes monophylétiques de cellules mutantes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Vous voyez à quel point le schéma de Darwin, qui était valable pour des espèces, s'exprime au mieux ici, s'illustre au mieux dans un déploiement généalogique de cellules d'un même organisme qui est un chêne. Donc j'espère vous avoir convaincu que le geste qui consiste à mesurer, à segmenter du temps ontogénétique avec des outils phylogénétiques pour nommer les stades de développement d'une manière phylogénétique, ça participe d'une mise en cohérence de la biologie moderne. Car au XXe siècle, si je force un petit peu le trait, je pourrais presque dire que la biologie était un peu schizoïde. C'est-à-dire qu'on avait un processus d'un côté qui menait à l'émergence de l'individu, ce qu'on appelle l'ontogénèse, l'individu étant réifié. Et si l'individu est réifié, il faut expliquer son ordre par un programme qui est le programme génétique. Le programme génétique est pourvoyeur de la régularité que va manifester les individus, ou l'individu plutôt. L'individu se déploie en rapport à l'expression d'un programme génétique qui, en quelque sorte, porte en lui-même, porte en germe ce qui est à advenir. C'est pour ça qu'on qualifie la notion de programme génétique de notion préformationniste, c'est-à-dire que ce qui est à advenir est déjà inscrit in extenso dans ce qui est en germe, vous voyez. Alors que la sélection naturelle, elle, son rôle lui était réservé pour expliquer comment dire, l'émergence de l'espèce. Comme je le disais, la sélection naturelle élague les populations et donc structure une ressemblance à partir de laquelle nous allons fabriquer des espèces par scission du flux généalogique, par installation de barrières à la reproduction. Ces flux généalogiques adoptent un comportement divergent qui fera ce qu'on appellera la phylogénèse. Donc, en quelque sorte, les pourvoyeurs de régularité ne sont pas les mêmes pour l'individu et pour l'espèce. L'individu est une convention de langage, l'espèce est une convention de langage aussi. Le programme génétique a été sérieusement critiqué sur le plan épistémologique. Je n'ai pas trop le temps de vous en parler, mais quand vous comprenez que l'environnement intervient dans la manifestation du programme, quand vous comprenez que selon les conditions de l'environnement, ce qui va émerger de ce programme n'est pas le même phénotype. Quand vous comprenez que le développement embryonnaire aujourd'hui fait partie de ce qui va conditionner la reproduction d'un phénotype d'une génération A à une génération A', c'est bien qu'il y a une liberté cellulaire qui fait que le tout de ce qui est reproduit la génération suivante n'est pas nécessairement inscrit dans un programme. Le gène n'est plus un notaire, le gène est un partenaire aujourd'hui. Et donc, la notion de programme génétique, certes, on sait que c'est une métaphore, mais cette métaphore, elle atteint vraiment ses limites et on se demande vraiment pourquoi il faut la maintenir.
En réalité, si la phylogénie s'inscrit dans un individu en développement, si la sélection naturelle s'inscrit dans un individu en développement, on n'a plus qu'un seul processus qui explique des instances conventionnelles et non plus des instances réifiées que sont les individus et les espèces. Nous n'avons plus qu'un seul phénomène, la sélection naturelle, qui manifeste ce qu'on appelle l'ontophylogénèse. C'est l'ontophylogénèse qui est pourvoyeuse de régularité. En gros, on n'a pas en biologie un phénomène qui explique l'émergence de l'individu qui serait l'autogénèse et un autre phénomène qui expliquerait l'émergence de l'espèce qui serait la phylogénèse. On n'en a plus qu'un seul. Conséquence de cette unification théorique, eh bien, la phylogénie des paralogues d'un même organisme n'est pas plus absurde qu'une phylogénie des parties d'un même organisme, si cet organisme, évidemment, manifeste des structures sériées, et puis n'est pas plus absurde d'ailleurs que la segmentation phylogénétique du temps ontogénétique. Alors, ce que je viens de vous dire là, soyons présomptueux jusqu'au bout, et bien quelque part comble un échec partiel de l'Evo-Devo. Parce que l'Evo-Devo, à la fin des années 70 et des années 80, avait pour but de comprendre l'origine de la complexité morphologique à travers l'étude comparative des gènes qui régulent le développement. Mais l'Evo-Devo avait démarré ce programme sur une notion de gène qui était une notion de gène notaire, une notion de gène régisseur, pas une notion de gène partenaire. Et l'Evo-Devo, en parallèle, étudie l'évolution du développement, certes, mais l'origine génétique, c'est-à-dire les processus, et phylogénétique, les patrons des innovations morphologiques, mais ceci en plaquant, en quelque sorte, des contrôles génétiques sur des phylogénies. Alors certes, à l'époque, c'était nouveau, on s'intéressait à des phyla, ce qu'on appelait des phyla, du monde vivant qui était plutôt considéré comme des phyla mineurs. On a amplifié l'échantillonnage taxonomique des espèces dont on s'intéressait à leur développement, mais on continuait finalement à plaquer des conceptions, j'ai envie de dire platoniciennes, sur des arbres un peu plus riches, c'est tout. On n'est pas allé jusqu'à incorporer la procédure comparative dans l'appréhension des réalités du développement. On ne faisait de la comparaison presque qu'a posteriori, en quelque sorte. Même si ce mouvement, qui était nécessaire à son époque dans Ontogeny and Phylogeny de Stephen Jay Gould en 1977, en effet, la nécessité que manifeste Gould de faire dialoguer ce qu'on appelle le programme génétique ou la génétique de l'époque et le développement, Gould pointe une lacune qu'il fallait combler, mais cette lacune n'a pas été comblée jusqu'au bout sur le plan épistémologique. L'Evo-Devo a continué à plaquer des plans d'organisation platoniciens justifiés par des réseaux de régulation génétique sur des phylogénies. L'Evo-Devo n'a pas adopté la pensée mosaïque qui est la véritable pensée énigienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan d'organisation dans la pensée énigienne. Il n'y a que des caractères qui changent de manière mosaïque à un moment ou à un autre de l'arbre. Ces plans d'organisation sont des comment on pourrait dire ça, sont des moyens mnémotechniques pour enseigner l'anatomie comparée, et s'il ne s'agit que de moyens mnémotechniques, tant mieux, on en a besoin, mais en aucun cas le plan d'organisation signifie quoi que ce soit dans la démarche empirique et même dans l'épistémologie des sciences comparatives. Le plan d'organisation, il est platonicien par définition, et on fait pas de philosophie platonicienne dans la biologie d'évolution, c'est antinomique en quelque sorte. Donc l'Evo-Devo a échoué partiellement à intégrer une pensée mosaïque comparative dans sa démarche. Le contrôle génétique est omniprésent encore aujourd'hui dans les papiers d'Evo-Devo. On continue à dire genetic control ou genes control, ceci, cela. Le contrôle génétique est omniprésent alors que ce contrôle est déjà caduc. Le gène n'est plus un contrôleur, il est un partenaire. Et ça, c'est très important à comprendre. Et en somme, l'Evo-Devo, dans son déploiement depuis 30 ou 40 ans, n'a pas manifesté d'incorporation de la sélection naturelle ou de la phylogénèse dans le soma, parce que les individus et les espèces sont réifiés. Et pour conclure, je mettrai ce tableau qui est dans l'article dont je vous ai parlé. Ici, finalement, on résume
ce qui s'est passé au XXe siècle. Le programme génétique explique l'ontogénèse des individus, l'affiliation, le processus de descendance avec modification explique la phylogénèse des espèces, en quelque sorte. Mais dans la biologie d'aujourd'hui, il faudrait que la sélection naturelle et la filiation expliquent l'ontophylogénèse des individus comme des composantes de l'individu que sont les cellules, en quelque sorte. Il n'y a plus d'entité réifiée dans la biologie d'aujourd'hui. Proposer une segmentation du temps ontogénétique, c'est incorporer la pensée phylogénétique dans l'organisme en développement. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire, le développement, c'est de l'évolution. L'individu est vu comme une mosaïque évolutive et non pas comme un plan d'organisation. Merci à vous. Pour vous reporter à l'ontophylogénèse, je vous recommande la lecture de ce petit livre de Jean-Jacques Kupiec, L'ontophylogénèse, l'évolution des espèces et le développement de l'individu. Merci beaucoup, Guillaume. Si vous avez des questions, donc allez-y. Je suis dans les temps, Agnès. Oui, c'est parfait. Je vois qu'il est 19, il reste une dizaine de minutes pour poser des questions. Ouais, c'est parfait. Il n'y a pas de questions du tout? Allô, allô? Oui. Oui, bonjour. Je mets ma caméra, c'est plus agréable quand même de se voir. Églantine Eudes, je suis chercheuse dans le département à Vive. Et merci pour cette présentation, ça m'a beaucoup intéressée, d'autant que mon domaine de prédilection, c'est les Vaudévots. Donc, déjà, je voulais rebondir, ça me désespère un peu de savoir que l'échec de les Vaudévots. Non, partiel. Partiel, l'échec. Hein. Enfin, ouais, bien sûr. Non, mais je voulais surtout noter que elle n'est pas allée jusqu'au bout. Ouais, c'est quand même donc je suis d'accord sur les aspects des Vaudévots 80-90. C'est quand même un domaine qui continue à s'enrichir, qui intègre encore beaucoup de choses, de nouveaux concepts pour répondre justement. Moi, je vous prêchais une convaincue sur le fait de l'ontogénèse et la phylogénèse qui devrait être vraiment vue comme quelque chose d'intégré. Donc, ouais, et puis, toutes les aussi dans le contexte des découvertes sur l'épigénétique, il y a beaucoup de choses qui complexifient et qui enrichissent ce domaine encore actuellement. Mais bon, ça, c'était ma petite note par rapport à mon domaine. Je voulais surtout revenir sur la première partie, sur la présentation de l'outil que vous avez développé pour définir les stades développementaux. Alors moi, c'est quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes et notamment très récemment, je me posais cette question de définition des stades, par exemple, embryologiques et larvaires amphibiens. Quand on sait qu'il y a là, c'était surtout chez les salamandres, où on est confronté à des espèces qui ont des stratégies développementales très diverses, que ce soit les métamorphes, les pédomorphes, les triphasiques, les développeurs directs. Et du coup, je me demandais comment on pouvait facilement intégrer ou utiliser votre outil pour définir justement des stades qui pourraient être équivalents pour étudier des espèces très différentes, Alors, l'outil est vraiment fait pour ça. Premier aspect de la réponse préliminaire, on a quelqu'un au muséum, en la personne d'Alain Dubois, qui a beaucoup publié, il y a maintenant assez longtemps, mais qui a publié des articles de terminologie très précieux. D'abord pour savoir quelle terminologie utiliser lorsqu'on compare des développements entre eux, d'une part, et d'autre part, pour spécifier à quel type d'anochronie ou quel type d'hétérochronie on est confronté. Ça, c'est un premier aspect. Et nourrir cette terminologie. Deuxièmement, on peut, comparer pour vos différentes espèces d'amphibiens, dont dans votre échantillon, il faut que vous en conserviez certains
on va dire, qui manifestent un tempo du développement relativement considéré comme majoritaire, on va dire une base comparative, incorporer avec ça, évidemment, des amphibiens qui manifestent des hétérochronies bien documentées dans la littérature. Je pense par exemple aux protéanguillards ou bref, il y a toutes sortes de choses chez les amphibiens qui sont faites, qui sont amusantes. Typiquement, la méthode, elle est faite pour ça, c'est-à-dire que si vous arrivez à prendre un point de démarrage comparable pour toutes ces espèces dans le développement et un point d'arrivée conventionnel, eh bien, votre segmentation, vous la gérez comme vous voulez. Là, vous avez vu dans l'exemple que j'ai montré, on peut segmenter à 25%, 50%, 75%, mais vous pouvez mettre 10 segments si vous voulez. Ces segments, ce sont des pinces temporelles à travers lesquelles on va attraper le développement finalement. Donc, on fait un peu ce qu'on veut, selon la finesse dont on souhaite bénéficier. Et on inscrit dans chacune de ces tranches la disponibilité des structures ou des organes chez chacune des espèces, sous forme d'un 0 et d'un 1, et une procédure de parcimonie, j'ai envie de dire toute bête, vous donne ce graphe où les espèces sont organisées. Bref, ce que je suis en train de dire simplement, c'est que l'exemple que j'ai donné sur 4 espèces de téléostéens, il répond parfaitement à votre question. Si vous prenez des amphibiens, vous pourrez faire la même chose. Par contre, il faut pouvoir documenter. Trouver les caractères, bien les définir pour. C'est ça, c'est-à-dire que ça demande un retour à l'anatomie comparée, et moi ça me ravit, c'est-à-dire qu'il va falloir documenter la disponibilité de tel ou tel organe à un temps donné comparable dans le développement. Et puis normer ce temps par rapport à la température, parce que j'imagine que pour les amphibiens, c'est la même chose que pour les téléostéens. C'est pareil. Voilà, la température joue sur la vitesse du développement. Donc, quand vous documentez cette matrice, eh bien, il y a du travail à faire, en effet, sur les données, enfin, acquérir des données, je veux dire. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau, c'est vrai dans tous les domaines. Il y a, avant de faire une belle matrice, l'acquisition des données, c'est presque le plus long, j'ai envie de dire. Mais franchement, je suis très optimiste. Enfin, votre question me rend optimiste, c'est que vous semblez souhaiter, comment dire, pour vos amphibiens, vous semblez souhaiter ce qu'on a mis au point, et rien ne serait adapté, c'est déjà adapté à vos besoins. Ouais. Non, puis c'est quelque chose de très concret là pour le coup, parce que je suis en train de travailler sur l'axolote, et c'est vrai que, par exemple, là, définir le stade larvaire et juvénile chez un axolote, c'est très compliqué. Et si je veux comparer un juvénile de salamandre aquatique pédomorphe à un métamorphe, c'est un peu compliqué, quoi. Bah, on est exactement dans cette problématique. Merci d'en témoigner, parce vous reprenez la justification de ma démarche dans mon introduction, c'est-à-dire qu'en effet, il y a des moments où on ne sait plus où on en est. Et donc, j'ai envie de dire, dans un premier temps, oublions la terminologie, prenons un temps zéro et un temps maximal comparable, inscrivons les organes constatés à différents segments de temps, rentrons ça dans une matrice et voyons quelle terminologie il serait cohérent d'appliquer. Ouais. Et là, vous adopterez vraiment une démarche comparative depuis le départ, parce que ce que je dis là a l'air, comment dire, péremptoire, mais c'est quand même assez subtil. C'est que je ne prétends pas que la démarche comparative n'ait jamais été adoptée. Elle l'a été, mais elle l'était toujours a posteriori. Alors que ce qu'on propose là, c'est de l'incorporer dès le début, c'est-à-dire définir notre terminologie, en s'étant déjà inscrit dans une démarche comparative, dans la mesure où on a codé les choses ensemble, chez toutes les espèces, dès le début, quoi. La démarche comparative, elle est là dès le début. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Bertrand Oui, bonjour Guillaume. Salut Bertrand. Ça fait très bien, comme toujours. Alors, après que Devo ait un peu défendu son domaine, la génétique va faire aussi la même chose. Puis
puis après j'ai un autre commentaire. Mais rapidement, oui, alors je fais juste un bémol dans ces cas-là quand on parle de la génétique. On a abordé l'épigénétique juste avant. En gros, l'environnement et son rôle dans son interaction avec les gènes dans la construction des phénotypes. Alors, je rappelle toujours dans ces cas-là que c'est quand même très dépendant des caractères, des gènes, des espèces. Donc, il y a de la phylogénie dans l'affaire. Globalement, si on reprend l'épigénétique, les plantes sont beaucoup plus soumises à des empreintes épigénétiques que les mammifères, par exemple. Vraiment. Et ça, il y a un caractère phylogénétique assez marqué sur l'empreinte parentale et l'épigénétique. C'est tout à fait dans la même chose. Et que ça dépend aussi des gènes. Hein. Il y a des gènes pour lesquels la part de variance, entre guillemets, environnementale est un peu grande, et d'autres pour lesquels elle est extrêmement restreinte. Et ça aussi, hein, c'est sous contrainte développementale et phylogénétique. Donc, on parle toujours la même chose. C'est juste pour relativiser que voilà, le caractère génétique ou environnemental dans la construction des caractères, l'épigénétique et d'autres comment dire, phénomènes n'ont pas du tout remis en cause l'importance de la génétique, ils l'ont juste relativisé dans certains cas. Et une fois de plus, l'exemple que je donne, c'est quelle est la part de la variance expliquée par des variations de l'environnement ou des variations de la génétique. Il n'y a pas beaucoup de caractères pour lesquels la part de variance environnementale est supérieure à la part de variance génétique. Ça existe, hein, mais globalement, voilà, c'est juste pour repréciser l'échelle des choses. Bertrand, la génétique dont je parlais, c'est celle des débuts de la théorie synthétique de l'évolution. Oui, bien sûr. La génétique d'aujourd'hui est beaucoup plus subtile, bien sûr. Hein. Ouais. Ouais. Et puis, juste mon commentaire, c'était un peu le même que pour les Vodévo précédemment. Il y a la semaine dernière, Nicolas Buzine, pendant le séminaire de BioInfo, nous a présenté tout un pipeline d'analyse de données dont l'objectif était un petit peu la même chose, hein, d'analyser par transcriptome des profils d'expression de cellules pour avoir un peu des cartes d'expression et s'intéresser aux transitions du cycle de vie. En introduction, il nous a parlé des graphes pédomorphes et d'un parallèle qu'il voulait faire avec l'homme. Donc moi, ça m'a fait penser à ça en disant, là, tu compares 4 espèces de téléostéens assez proches. Bon, là, on a parlé des amphibiens, mais est-ce qu'à ton avis, on pourrait imaginer avoir une genre de cartographie des stades développementaux, enfin tout au moins de ce que tu nous as présenté, à des échelles, mais carrément à l'échelle des vertébrés, par exemple, pour être modeste. Et en sachant que voilà, il y a des difficultés à résoudre certains aspects de caractère précisément, qui seraient homologues à la fois en termes de stade et entre espèces. Est-ce que ça serait, à ton avis, réaliste d'imaginer de faire une genre de topologie de cette échelle-là, à l'échelle des vertébrés, par exemple? Oui, alors, le temps de divergence de mes téléostéens, il est déjà à un maximum de 120-130 millions d'années, là, déjà. Entre espèces? Ouais. Donc, c'est pas si proche que ça. Oui, effectivement. Bon, ça, c'est juste pour les données. Sinon, ce que tu appelles de tes souhaits, la méthode potentiellement le fait déjà. C'est-à-dire que si tu as une palette d'espèces d'un certain degré de généralité, ce par quoi tu vas nommer des stades peut acquérir un certain degré de généralité. On n'a pas eu, dans un premier temps, on a voulu publier la méthode rapidement. Dans un premier temps, on n'a pas prétendu régir dès le début le vocabulaire, oui, tu vois, mais au moins montrer que c'est possible de faire adopter un certain degré de généralité à des organismes comparables. Si on peut comparer un développement, je vais jusqu'au bout de ta question sur le caractère universel de la démarche. Si on peut, dans une même matrice, incorporer des amphibiens, des téléostéens, si tant est que la matrice puisse incorporer des caractères comparables, eh bien, on n'exclut pas qu'un certain nombre de termes puissent être communs à des amphibiens et à des téléostéens. Oui, parce que d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que si on arrive à établir à des échelles relativement larges, notamment les hétérochronies qui apparaissent à des nœuds phylogénétiques qui sont aussi intéressants, derrière, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir quelle est la génétique sous-jacente. Qu'est-ce qui a déterminé un changement de tempo développemental, par exemple? Oui, tout à fait. On a soumis un programme à l'ANR, le mois dernier. On a soumis un projet à l'ANR qui fait ça, qui compare l'arbre obtenu par le phénotype et l'arbre en face des états des modules transcriptomiques, en fait. Avec la question associée à la définition de la métamorphose, mais ça, je ne suis pas rentré là-dedans aujourd'hui parce que je n'avais pas le temps. Mais,
Je vois qu'il est 33 et j'ai moins de 5 minutes devant moi. Agnès, on prend une dernière question. Oui, Amaury? Oui, alors très rapidement, bonjour Guillaume, merci beaucoup. Donc moi je vais représenter plutôt la modélisation. Je voulais te poser la question donc plutôt sur la deuxième partie de l'exposé. Donc si je comprends bien, on peut voir, disons, le développement de divers organismes d'une même espèce comme des exemples d'évolution expérimentale, des réplicas d'une même expérience d'évolution expérimentale, où le développement est une lutte pour la vie entre cellules issues d'une même cellule ancestrale. Mais dans la mesure, je pose la question du point de vue du modélisateur, dans la mesure où quand même la canalisation fait que ces processus se ressemblent beaucoup, comment on peut arriver à distinguer, disons, où est la sélection naturelle, où est je sais pas, le programme génétique, où est la stochasticité, enfin... Oui, alors, par souci de simplicité, j'ai été malheureusement un peu caricatural. La sélection naturelle n'est pas le seul pourvoyeur de régularité dans l'organisme. Mon propos a peut-être tendu à le faire penser, mais c'est pas ma pensée. C'est-à-dire que la sélection naturelle n'est intéressante à incorporer, à constater qu'elle est incorporable dans l'organisme d'un point de vue de la cohérence épistémologique de la biologie. C'était mon propos. Mais par contre, je ne prétends pas que la sélection naturelle soit le seul facteur de stabilisation de l'organisme. Évidemment, les interactions, les interdépendances, les réseaux, les réseaux d'impulsion et d'influence que manifestent les gènes entre eux, du fait qu'on a un réseau d'interdépendance, stabilise quelque part un tissu de relations qui lui-même génère sa propre inertie. Et donc, en effet, c'est juste de le souligner. Il serait naïf de ne penser que la seule source de stabilité d'un corps soit liée à la sélection. Elle y participe, mais il y a le phénomène dont tu parles, il est bien entendu prégnant. Et surtout, moi, c'est aussi la question, c'est l'envers de la question, c'est le manque de variation qu'il y a entre les divers réplicats de cette expérience, qui fait qu'il va être difficile de décrire à quel moment la sélection naturelle joue un rôle. Ouais, d'une expérience à l'autre, ça se reproduit bien. La reproduction du phénomène est manifeste, ce qui fait même qu'on a cru au début qu'il y avait un ordre à l'origine de tout ça. En réalité, dans la nature, il y a très peu de développements qui vont jusqu'au bout. Ça, on l'oublie souvent. Chez une sébaste, on a 47 millions d'œufs pour une femelle, une ponte d'une seule femelle. Chez le poisson-lune, c'est 300 millions d'œufs pour une seule femelle. Chez l'humain, on estime entre 15 et 20% des fécondations humaines qui mènent à un bébé qui va naître. Le nombre de développements qui vont jusqu'à leur aboutissement est toujours minoritaire. Et ça, on oublie de le voir. Peut-être que dans ces développements avortés, eh bien, on a eu des variations, mais qui ont provoqué une telle désorganisation de ces réseaux dont tu parles que on va dans le mur, quoi. Et donc, nous ne voyons, même expérimentalement, nous ne voyons que ceux des développements pour lesquels les variations n'ont pas provoqué trop de dégâts dans la conduite du développement embryonnaire. Donc, j'oublie jamais ça, en tout cas. C'est pas un pas de côté, mais on a tendance à l'oublier. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume. Compris.